Radio Samovar. Encore une fois. Radio Samovar. François Marin-Fleteau. Chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir. Le royalisme, souvent, est une idée dénaturée ou caricaturée. Par ses détracteurs républicains, bien sûr, qui semblent toujours n'y voir qu'une nostalgie pour un régime de privilèges et de sévères étiquettes, et noircissent à l'envi l'histoire royale. Mais plus grave, le royalisme est souvent aussi caricaturé par certains de ses partisans, qui confondent l'idée royale, l'ancien régime, avec des cauchemars ou des rêves, selon, de restauration autoritaire ou théocratique. Pour éduquer justement, et peut-être plus justement, cette idée royale, cette idée royaliste, et en donner peut-être une image plus juste et plus lumineuse, nous avons le plaisir d'être reçus ce soir par François Marin-Fleteau. François Marin-Fleteau, écrivain, auteur de plusieurs livres sur le royalisme, notamment chez Flammarion en 2001 ou 2002. 2000, voilà. Une histoire des royalistes dans la résistance. Dans les années 80, vous aviez écrit aussi une enquête sur les amis du roi, qui était un petit peu une sorte de panorama. J'ai écrit ce livre au moment du bicentenaire de la Révolution. La question que je me suis posée avec mes éditeurs, et on l'a fait avec Patrick Louis, c'est 2 siècles après la Révolution, quels sont les royalistes qui existaient encore? Certains existent toujours d'ailleurs, hein. Mais 2 siècles après, c'était intéressant. Ça n'avait pas été fait au moment du premier centenaire, et le faire au moment du deuxième centenaire a été amusant, parce que c'est assez divers. Oui, plus divers qu'on ne le pense en tout cas. Et d'ailleurs dans ce livre, je me permets de dire, j'ai quelques liens avec François Marin-Fleteau, donc je ne vais pas faire semblant de te vous voyer pendant toute l'émission. Je pense que ça sera plus simple qu'on se tutoie. Je finis ta présentation. Tu as aussi animé une revue subversive et royaliste qui s'appelait la dépêche de la compagnie d'Artagnan et Planchet. Tu pourras peut-être nous en parler. Donc la première question que j'aimerais te poser, comment tu es devenu royaliste? Est-ce que tu es né royaliste? Et est-ce que ça a été un long chemin? Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur la naissance de cette fidélité, de ce sentiment royaliste, qui n'est d'ailleurs chez toi pas simplement un sentiment? C'est-à-dire, d'abord je pense que tous les Français naissent royalistes, inconsciemment. Pourquoi? Parce que la nature même de ce qu'est la France, c'est le royalisme. Mais ils ne le savent pas forcément. Et quand j'étais petit, je ne le savais pas forcément. Par contre, je suis effectivement d'une famille, au moins du côté maternel, où les gens étaient engagés dans le royalisme. Et c'est pas, même si on n'en parlait jamais à la maison, c'était quand même une odeur d'enfance, comme on dit. Oui. Au sens que si on m'a pas dit il faut être royaliste, d'ailleurs la plupart de mes frères ne le sont pas, c'est une odeur qu'on sent dans la façon dont on va visiter une église, dont on va dans un château. Je me souviens par exemple, je ne serais capable de donner les dates, mais par exemple mon père nous emmenait à Fontainebleau et on allait jusqu'au petit monument qui est sur la direction d'Auxerre. Il y a un grand monument où Louis XIV a reçu, je crois que c'est Louis XIV, je ne suis pas sûr, mais enfin ça fait rien, un des rois de France a reçu la future reine. Donc c'est inconscient, c'est la façon dont on transmet les choses, c'est-à-dire c'est pas volontaire et c'est involontaire. Je suis né royaliste, je n'ai pas eu une enfance royaliste, on m'a pas appris tous les jours, on m'a pas fait lire tous les jours un morceau des rois de France, un morceau de l'histoire de France, c'est pas ça du tout. Inconsciemment, j'étais un royaliste sans le savoir. Par contre, je suis pas, mes premiers engagements, c'est pas du tout dans le royalisme. Ah, alors est-ce que tu pourrais nous en dire plus, parce que... Mais non, moi je suis de la génération, j'avais 16-17 ans en 68. Ouais. Ma première réaction elle était anti-gaulliste. Pourquoi on était anti-gaulliste? Parce que De Gaulle était au pouvoir. Et que Tantivonne passait son temps à interdire, même si c'est totalement subjectif, ça n'a rien d'objectif, nous apparaissait
comme des vieillards qui nous emmerdaient. Surtout quand on a 15-16 ans, les gens qu'on voit au pouvoir sont forcément des vieux. Hein, et ils nous réprimaient. Enfin, ils nous réprimaient pas du tout, ils ne s'occupaient pas de nous en fait, mais de moi en tout cas, ils ne s'occupaient pas. Ça, c'est évident. Et donc, naturellement, on était, en plus dans ma famille, étant quand même du côté de ma mère assez royaliste, de toute façon, la critique était acerbe sur tout ce qui pouvait se passer mais c'est inconscient, c'était pas conscient, c'était pas... Bon, puis il y a eu effectivement, beaucoup plus jeune, j'ai eu quand même quelques-uns de mes cousins qui ont été enfermés dans les géoles du général de Gaulle, parce qu'ils défendaient l'Algérie. Alors, même si aujourd'hui je peux expliquer que je ne suis pas tellement pour cette chose-là, toujours est-il que dans ma famille on entendait que machin était en prison, c'est-à-dire dans des camps. Il faut quand même rappeler qu'à l'époque il y avait encore des camps en France, des camps où on enfermait les prisonniers politiques. Non mais je sais qu'aujourd'hui ça paraît absolument incroyable, mais c'était comme ça. Donc j'étais pas particulièrement dans une famille gaulliste. Soyons clairs. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que là, tu es resté pas flou. Ta famille était royaliste, mais de quel type de royaliste? Est-ce qu'on peut dire que c'était une famille royaliste d'Action française? Ah bah oui, tout à fait. Voilà. Mon grand-père a été un des fondateurs de l'Action française. C'est difficile de le nier. Ma mère, quand elle avait 20 ans, donc avant qu'elle se marie, a été d'ailleurs pendant toute la guerre à Lyon, permanente, c'est-à-dire secrétaire, non pas de Maurras, précisons bien, mais elle était secrétaire à l'Action française. C'est elle qui tapait tous les textes que Maurras écrivait. Je pourrais vous montrer des textes de Maurras, vous verrez que c'est totalement illisible et il y avait peu de personnes qui savent le traduire. Donc oui, mais en même temps, j'ai jamais entendu parler de ça. D'accord. J'en ai jamais entendu parler. À la sortie de la guerre, ma mère s'est donc mariée avec mon père, qui lui n'est pas du tout d'une famille royaliste, mais d'une famille républicaine de droite. Et mon père a participé par son amitié avec un certain nombre de gens, par les intermédiaires des gens avec qui il avait rencontré ma mère, a participé à la création d'Aspect de la France. D'accord. Donc après-guerre, ça. Après-guerre. Et il en est parti. Et mon père a continué à travailler dans l'édition, donc c'est là où il a rencontré, ma mère était copine avec Michel Déon et ces gens-là, mon père était plus copain avec Jacques Laurent, et il a participé après dans le cinéma avec le nouveau roman, et ces choses-là. Donc c'est une famille quand même qui culturellement avait quelque chose, c'est sûr, hein, et a participé de loin pas d'une façon fondamentale à toutes ces histoires, mais c'était quelque chose qu'on entendait quotidiennement à la maison. Mais malgré tout, tu crois que tu pas sur l'Action française, ça c'est pas. Tu insistes là-dessus, voilà, c'est ça, c'est que tu n'as pas reçu dans ton enfance et dans l'adolescence une sorte de catéchisme maurassien et royaliste, même si tu as quand même tes antécédents et que ton. Non, mais là, les antécédents, je te répondrai, je les ai découverts plus après. Ouais. Je les ai découverts après, c'est moi parce que je me suis déclaré royaliste et que je suis allé faire très peu de temps un tour du côté de l'Action française, que j'ai cherché à comprendre et à savoir et j'ai questionné. Et cette rencontre justement, elle est passée par certains auteurs, cette rencontre avec le royalisme, à l'adolescence ou un peu plus tard Alors, oui et non. Non au sens qu'il n'y a pas d'auteur sur le royalisme. Hein. Il n'y a pas d'auteurs qui m'ont conduit au royalisme. Disons en termes de sensibilité, peut-être. Alors, sensibilité, oui. Les souvenirs que je peux avoir, bêtement. C'est l'époque où on avait une télévision, les gens n'en avaient pas beaucoup à l'époque, mais nous on en avait une. Mon père travaillant dans le cinéma à l'époque, c'était banal d'en avoir une. Donc on regardait Ivanhoé, je m'intéressais beaucoup au Château Fort et à toutes ces choses-là. Je m'intéressais à l'histoire quand même. Et très rapidement, je me suis intéressé à l'histoire. Donc bien évidemment, j'ai croisé un certain nombre de gens dans l'histoire. Mais en tant que, comme on pourrait dire, quelqu'un qui dit j'ai eu quelqu'un qui m'a conduit à, non. C'est mon grand avantage par rapport à beaucoup de gens qui sont tombés dans le royalisme, c'est que j'ai pas eu de maître à penser. Jamais. Et que alors que ma mère a bien connu Maurras, et je peux le prouver avec plein de choses ici,
Je n'en ai jamais, enfin, à part entendre parler du don de Morin, ça c'est vrai, mais je ne savais pas qui c'était, quoi que ce soit. Il y avait des livres à la maison auxquels on n'avait pas le droit de toucher, donc la question ne se posait pas. Hein. On avait le droit de toucher au classique, mais pas à Morin. Ce qui était comme s'il était brûlant en quelque sorte. Ah non, pas du tout. Non, c'était pas du tout. C'était parce que c'était des livres numérotés et tout, auxquels ma mère tenait. Voilà, ça rien à voir. Alors que les classiques, c'était normal de les lire quand on avait 12, 14, 15 ans. C'était normal de lire les classiques. Je crois pour mes parents, ils n'auraient rien compris. Je pense qu'ils avaient raison. Tu conseillerais à un gosse de lire du Morin. Alors donc pour venir aussi sur ton parcours, où tu parlais tout à l'heure des années gaullistes, enfin de la fin du règne du général de Gaulle, de ta révolte adolescente contre le pouvoir. Qui m'a conduit quand il y a eu des manifestations. Je précise tout de suite, je ne suis pas du tout un héros de mai 68. Hein. Oui. Je n'ai jamais eu prétention à ça. Mais c'est vrai que quand il y a eu le bordel, on était bien content d'aller traîner au quartier latin. J'ai traîné à la Sorbonne, j'ai assisté à des conférences. Des meetings, des meetings à la Sorbonne de gens qui me parlaient de révolution mondiale, de machin, je ne comprenais rien du tout. Mais il y avait effectivement, les filles étaient jolies, c'était le printemps, les gens avaient l'air absolument enthousiastes, il y avait de la musique partout, c'était quand même un monde qui se créait, parce qu'il faut imaginer que le monde d'avant, c'était pas ça. Hein. Avant, les seuls endroits où j'étais allé, c'était dans les concerts de rock d'Eddie Mitchell ou de Johnny Hallyday. C'était pas particulièrement la même chose. Tout d'un coup, on découvrait tout à fait un autre monde, tout à fait, qui surgissait du néant, dont j'avais jamais entendu parler, comme les trois quarts des gens d'ailleurs. Hein. Et c'est ce qui a séduit. C'est que c'était un monde qui était totalement en opposition à ce qu'on entendait à la radio, à ce qu'on entendait ce qu'on voyait à la télévision, ou même ce qu'on voyait dans les films. Bon, maintenant, sur mai 68, oui, j'ai traîné, pas jusqu'à 4 heures du matin sur les barricades, mais enfin, effectivement, j'ai traîné sur les barricades, enfin, en plus. Hein. Et donc, malgré un gamin. Et malgré donc cet attrait pour les événements de 68, tu vas fréquenter un temps, en tout cas court temps, l'Action française. Non. Alors. Pas à ce moment-là. Alors quand longtemps après. Longtemps après, d'accord. Alors un an et demi après. Un an et demi, d'accord. Ce qui, quand on est jeune, c'est beaucoup. Oui. Ah ouais. Et comment pourquoi tu vas dans cette vieille maison Je vais pas dans une vieille maison. Oui. Je vais pas du tout dans une vieille maison. Je vois des affiches avec marqué Aspect de la France, le journal royaliste. Étant royaliste, me déclarant royaliste, alors que j'ai fréquenté plus les milieux, pas les milieux officiels anarchistes, hein, mais les comités d'action révolutionnaires dans le quartier et autres, c'était plus facilement mes amis et mes copains. Je me suis toujours déclaré plus ou moins royaliste. Ça c'est intéressant. Alors c'est ça, il faut expliquer pourquoi. C'est que ce qui m'est apparu assez rapidement, c'est que la République, j'appelais pas ça, aujourd'hui je dis la République, à l'époque c'était la société, c'était le régime. Le régime, c'était pas au sens où je peux le dire aujourd'hui, m'apparaissait comme totalitaire. Me retrouver avec les anarches qui contestaient cette société n'avait aucun problème pour moi, puisqu'ils contestaient de la même façon que moi. Gay-Lussac, les rebelles, nom des voitures à brûler. Que vouliez-vous donc, la belle? Qu'est-ce donc que vous fouillez? Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par centaines et par milliers. Dites-moi comment s'appelle ce jeu-là que vous jouiez. La règle en paraît nouvelle, à quel jeu bien singulier. Des canons par centaines, par milliers, des canons, des fusils par centaines et par milliers. La révolution, la belle, c'est le jeu que vous disiez. Il se joue dans les ruelles, il se joue grâce aux pavés. Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par centaines et par milliers. Lance comme grêle, grenades et gaz chlorés, et nous n'avons que des pelles et des pioches pour nous armer. Des canons par centaines, des fusils par milliers, des canons
est un bordel, personne n'en peut plus douter. Les bureaucrates aux poubelles, sans eux on aurait gagné. Des canons, par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par centaines et par milliers. Le vieux monde et ses séquelles, nous voulons les balancer. Nous devons être cruels, mais aux flics et aux curés. Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons et fusils par centaines et par milliers. Mes pauvres enfants, dit-elle, mes jolis barricadiers, mon cœur en chancelle, je n'ai rien à vous donner. Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par centaines et par milliers. Auriez du sac les rebelles, donc des voitures à brûler. Que vouliez-vous donc, la belle? Qu'est-ce donc que vous vouliez? Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par centaines et par milliers. Des canons par Et alors justement, est-ce qu'il y avait beaucoup de passerelles entre les anards et les royalistes? À l'époque, j'en avais pas du tout. Alors là, après, quand je suis rentré moi, je suis allé et je me souviens très bien quand j'ai dit à ma mère que j'avais trouvé un mouvement royaliste qui s'appelait l'Action française, elle a éclaté de rire. Pour vous dire que je n'en entendais jamais pacté à la maison. Et justement, quand tu rentres, donc je vais dans ce mouvement, je vois des gens, je vois des jeunes, hein, et puis je vois des vieux, je rentre chez moi en étant content d'avoir trouvé un mouvement royaliste. Puis il m'avait donné des trucs à lire. Mais c'était quoi exactement l'Action française en 69-70? C'était parce qu'on dit, est-ce que c'est encore un vieux mouvement pétainiste, vivant dans la nostalgie, etc. Ou est-ce que c'était plus compliqué que ça? Oui, c'est beaucoup plus compliqué, dans la mesure où, quand moi je suis arrivé, de toute façon, même le pétainisme, je savais à peine ce que c'était. Pour moi, il y avait une contestation de la société. Pour moi, la meilleure façon de contester la société, c'était le royalisme. C'est vrai que je tombe dans un mouvement qui prône un nationalisme, ce que je n'étais pas, je ne le suis toujours pas, qui prône des questions d'ordre, opposé au désordre. Alors quand on me parle du désordre ambiant, je suis d'accord. Quand on me dit, mais nous on est la société de l'ordre, sur l'instant, tout ça ne me choque pas du tout. Hein. Ce qui me choque le plus, c'est quand, au bout de 2-3 mois, j'ai lu, parce que ça traînait dans les locaux, les trucs de Xavier Vallat, et que là j'ai découvert qu'il fallait que je sois antisémite. Alors là je ne comprenais pas tellement pourquoi moi, royaliste, je devais devenir antisémite. Ce qui très rapidement a fait que j'ai eu quand même quelques problèmes à suivre un peu tout ça. Et il fallait aussi, alors je comprenais parce que je l'ai fait, je n'ai aucune honte à l'avoir fait, quand on allait distribuer des tracts, à l'époque on distribuait des tracts à la sortie des lycées ou dans les facultés, quand on nous empêchait de distribuer les tracts, il fallait taper sur le voisin, on tapait sur le voisin et on se faisait aussi taper dessus. Oui. C'était pas spécifique, mais c'était habituel. Hein, on allait distribuer un tract, une fois sur deux, il fallait y aller avec un manche de pioche et taper le plus fort que l'autre pour pouvoir dire, voilà. Mais tout le monde le faisait, dans tous les sens. J'ai tapé autant sur des fachos. Je me souviens à Assas, j'ai eu ma tête mise à prix par les fachos d'Assas, c'est-à-dire les gens de la nouvelle droite, d'ordre nouveau, etc. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on avait à l'époque dans chaque faculté des stands politiques, hein, et ils avaient voulu empêcher notre stand. Donc on a tapé dessus, c'est tout, et on s'est fait taper aussi. Hein. C'était les mœurs. Les mœurs politiques de l'époque. C'était des mœurs politiques d'ailleurs, que ce soit à gauche comme à droite, où on n'hésitait pas à sortir la barre de fer. Enfin la barre de fer, pas la barre de fer, mais enfin la violence n'était pas quelque chose absolument rejeté par les mouvements politiques. D'abord c'était pas rejeté, mais ce qu'on oublie, c'est qu'elle était tout à fait gentille, cette violence. 10 ans, 15 ans avant, dans toutes les manifestations, il y avait des morts. Ben oui, on oublie.
On oublie qu'une manifestation ouvrière, tu avais 1 ou 2 ouvriers dans les années 50 qui restaient sur le carreau. 180 voitures gisant sur la chaussée. Paris, par le plus navrant des petits matins, faisait le bilan de la nuit dramatique du quartier latin. 367 blessés, dont une vingtaine dans un état grave. Neuf jours plus tôt, à la faculté de Nanterre, à la suite de l'agitation de groupes d'étudiants, les cours avaient été suspendus, ce qui équivalait à une fermeture. Le lendemain, à 17h, la police était appelée à la Sorbonne. La décision déclenchait la colère des étudiants. « 3000 CRS et gardes mobiles avaient pris place au quartier latin. L'escalade était engagée, une semaine impitoyable commençait. » C'est vrai que les manifestations de mai 68, même si elles ont été violentes dans le quartier latin, il n'y a pas eu de morts. À mon avis, en tout et pour tout, il a dû y avoir 3 ou 4 morts peut-être. C'était totalement ridicule. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que notre société était déjà hygiénisée. Et apaisée, enfin apaisée. Pas apaisée si on veut, mais elle était déjà hygiénisée. Les gens, jusque dans les années 50, et je pense que vous prenez des entretiens avec des gens qui ont eu des engagements divers dans ces moments-là, vous découvrirez que les gens, bah oui, il y avait des morts. Des morts. Aujourd'hui, il n'y a plus de morts. Quand il y a un mort, ça devient... on s'attend à que le monde entier soit la révolte et qu'on aille égorger les flics au couteau, mais on ne va jamais, malheureusement. Non. Donc la violence faisait partie des deux côtés. Dès que j'ai été dans les comités d'action révolutionnaire, avec mes copains là, la violence existait en mai 68. J'ai découvert la politique en mai 68, donc avec la violence. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'est pas quelque chose qui me choquait, c'était quelque chose qui était naturel. Je sais bien qu'aujourd'hui ça paraît complètement absurde, ou fort pas tant que ça d'ailleurs, mais c'est vrai que cette violence existe plus. Je suis d'accord. Pour revenir sur le royalisme, voilà. Moi je suis rentré dans ce mouvement. J'ai adhéré, j'ai pas adhéré. J'ai adhéré très longtemps après, enfin très longtemps. Je suis resté 1 an. J'ai mis 1 an et demi pour y arriver, je suis resté 1 an et demi à l'Action française. Il faut bien préciser. Donc c'est quand même assez court. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme mon grand-père avait fondé l'Action française, comme ma mère avait été à l'Action française pendant la guerre, que je n'avais pas de travail, très rapidement, le directeur, le chef de l'époque, m'a proposé d'être permanent. Forcément, c'est héréditaire à l'Action française. Puisqu'ils sont monarchistes, ils pensent que tout est héréditaire. Donc, sauf que le problème, c'est que moi, quand je suis entré, j'étais comme tous les gens de l'époque, mais pas comme les gens qui étaient à l'Action française. Parce que les gens qui étaient à l'Action française à l'époque, ils étaient rasés comme des militaires. Tandis que moi, j'avais des colliers, j'avais des peaux de bêtes, je fumais du hackick, et des fois d'autres choses, j'avais les cheveux sur les épaules. C'est sans doute décoiffant pour certaines rombières maurassiennes. Non, j'adorais. Pour être c'était un chouan. Mais sauf que, bon, pas pour le hackick, parce que ça, je savais pas trop. Mais le hackick, toute ma génération, on fumait, rien d'extraordinaire. C'était une façon de se rebeller même contre la société. Donc évidemment, au milieu de tous ces gens qui étaient rasés, ça détonnait un petit peu. Ah bah oui. Alors le problème, c'est qu'en même temps, étant l'héritier présomptif des fondateurs de l'Action française, on n'osait pas trop me dire quelque chose, on s'en méfiait. Et en plus, c'est vrai que, soyons clairs en plus, c'est que les propos que je tenais n'étaient pas particulièrement les mêmes que ceux de M. de Plainquette ou que M. de Bernard Lugan, que j'ai connu à ce moment-là. C'était pas exactement les mêmes. Eux, ils étaient engagés assez facilement avec
la Fédération des étudiants nationalistes ou des merdes pareilles, hein, qui était plus proche d'ailleurs du nazisme que du nationalisme, ils étaient pro-européens, etc. C'est une espèce d'aberration de l'extrême droite française. Hein. Donc, et en plus, même au niveau musical ou au niveau de mes intérêts pour le théâtre, le cinéma ou autre, j'étais totalement à l'opposé de tout. Ben, je m'en suis rendu compte petit à petit, c'est pas du jour au lendemain tout d'un coup, mais c'est vrai que d'abord je découvrais un monde aussi. C'est que les trois quarts des gens, moi quand on me parlait de Rebattet, je savais pas qui était Rebattet. Enfin, on me parlait de Xavier Vallat, je savais pas qui était Xavier Vallat. J'avais aucune culture politique, ou en tout cas pas celle de ces milieux. Donc je me suis retrouvé normalement en dysfonctionnement. Alors heureusement à l'intérieur de ce mouvement, il y avait quelques personnes autour de Paris, hein, comme est-ce qu'on peut les citer, est-ce que ça leur ferait plaisir, j'en suis pas Moi je pense qu'en on peut les citer. Je pense par exemple à Albert Algou, je pense à des gens, parce qu'on le connaît aujourd'hui, il y en avait d'autres, hein, ou à Rabonao. Très rapidement finalement, au bout de 3, 4, 6 mois, je me suis retrouvé assez facilement avec ces bandes-là, qui étaient, eux, depuis plus longtemps que moi à l'intérieur de ce mouvement-là, mais qui étaient aussi en rupture. Oui, et qui étaient en rupture, c'est ça intéressant. Peut-être qu'on va pouvoir en parler, puisque sur ce point, c'est que par la suite, après ce court épisode à l'Action française, dans la vieille maison, tu vas être parmi les fondateurs, je crois, d'un mouvement qui s'appelle l'ANAF, la Nouvelle Action française. Et qui... Oui, alors ça vient de là justement, c'est que donc moi je rentre en octobre 69, il y a un camp annuel à l'AF, donc en juillet 70, c'est le moment où mes copains, Algou et compagnie, foutent le camp. C'est-à-dire partent pour certains vers l'extrême gauche, pour d'autres vers le maoïsme, certains vers le trotskisme, d'autres vers le maoïsme, comme au Rabona. Personnage absolument incroyable. Mais c'était des gens qui avaient plus de bouteilles que moi, qui étaient plus vieux que moi. Hein. Il y a quand même tellement une porosité entre on va dire, cette frange-là de l'Action française, et c'est étonnant quand on entend ça, et les mouvements d'extrême gauche, puisque c'est des gens qui vont quitter l'Action française pour se retrouver à l'extrême gauche, un peu comme le... Et puis il y a beaucoup de gens d'extrême gauche qui viennent... Ah, ça c'est moins connu par contre. Il y en a eu plein. D'accord, ça on ignore le fait qu'il y ait des gens d'extrême gauche qui se soient tout d'un coup retrouvés dans un mouvement... Ah ben bien sûr, parce que les engagements, moi je vois bien comment je suis moi rentré. Finalement au bout d'un an j'en partais de ce mouvement. Pourquoi j'aurais fait au bout d'un an et demi, j'en serais parti. Pourquoi je suis resté, c'est parce que des gens donc qui vont créer la MAF, que ça soit, Bertrand Renouvant, on ne le connaissait pas beaucoup, il était ailleurs, mais que ça soit Gérard Leclerc, Yvan Aumont ou d'autres gens qui s'occupaient des étudiants à l'époque, me disent que tout ça allait être rénové, alors, pas forcément en partant, mais que tout ça allait changer. Donc je suis resté avec eux, parce que, en plus je venais d'arriver, alors que par exemple Algou, il était là depuis 4-5 ans avant. Ouais. Ça fait la famille d'Albert, une famille d'Action française aussi. C'est une famille d'Action française, et son père, etc., était quand même l'infâme réac, je ne veux pas dire du mal, il est capable d'en dire lui-même, plus que moi d'ailleurs, à mon avis. Donc on se retrouve dans cette configuration où une partie majoritaire, soyons clairs, des gens venaient de l'extrême droite, nationalistes, et qu'ils étaient à l'Action française, parce que soi-disant l'histoire de l'Action française prouvait que c'était une école de pensée. C'est une école d'impensée, mais bon, pour eux c'était une école de pensée. C'est-à-dire que comme il n'y a rien à l'extrême droite comme pensée, c'est sûr que quand il y en a un tout petit peu, ça fait une école de pensée. C'est sûr. Mais bon. C'est vrai que des gens comme moi et d'autres, j'étais pas le seul, j'étais pas tout seul du tout, on était en demande de réflexion politique par rapport à notre époque, à notre temps, et là on n'avait que les vieux bonzes qui nous racontaient le intégral, quoi. Le petit pousset qui casse sa coquille, et des conneries comme ça. Ça répondait pas à nos interrogations, soyons clairs. Et on vivait dans une société qui bougeait, qui n'avait plus rien de traditionnel.
là on pourrait expliquer, peut-être que moi si vous voulez je peux un peu expliquer, c'est que toute la pensée de Maurras c'est une pensée du 19e siècle, moderniste, au contraire de ce qu'on pense, c'est pas du tout une pensée traditionnaliste, c'est une pensée moderniste, mais du 19e. C'est mettre à penser, entre guillemets, je mets des guillemets partout parce que les Maurassiens pousseront des hurlements, mais ça j'en ai rien à foutre, quand même c'est mettre à penser ce qui ne sont pas du tout des royalistes, c'est Auguste Comte, Renan, des gens comme ça. Et les royalistes, même traditionnalistes, comme Chateaubriand, sont condamnés par Maurras. C'est très juste. C'est que paradoxalement, Maurras, excuse-moi de t'interrompre, on pourrait dire que Maurras, paradoxalement, a à la fois permis un renouveau du royalisme à la fin du 19e et en même temps a occulté tout un pan d'une tradition royaliste. Tu parlais de Chateaubriand, mais on pourrait parler des monarchiens, etc. Mais peut-être qu'on en parlera. Ça avait même pas que ça existait, les monarchiens. Alors peut-être qu'on en parlera plus tard pour continuer, parce que je pense que ça c'est un épisode assez important. Non mais c'est pour montrer que simplement que quand on arrive dans un mouvement qu'on ne connaît pas, où on a peu d'intelligence politique, parce qu'on n'a pas lu, etc. C'est toujours ce que je dis, on ne peut pas reprocher, par exemple, à un gamin de 15 ans d'être nazi, on ne peut pas lui reprocher. Pourquoi? Parce que le nazisme représente dans notre société actuelle ce que la bourgeoisie de droite et de gauche déteste le plus. Donc si t'es con, sauf que si à 20 ans il est encore, c'est que c'est un con. Un mec qui a 20 ans ose proclamer qu'il est nazi, c'est un vrai con. C'est un mec qui n'a rien compris. Voilà, c'est tout. Ça rappelle un peu ce que raconte Marcel Aimé, je ne sais plus dans quel livre, qui met en scène deux jeunes gens à la fin des années 40 qui se rencontrent. C'est pas le chemin des écoliers. Oui, c'est ça, voilà. Avec l'un qui dit qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'hésite entre la LVF et la résistance. Oui. Je pense que je vais plutôt choisir la résistance parce que pour la LVF, il faut l'autorisation des parents. Voilà, c'est ça, oui. C'est vrai, moi je dis ça simplement que dans ce milieu que moi j'ai rencontré quand j'avais entre 18 et 20 ans, j'ai rencontré des gens superbes, intellectuellement, qui étaient en recherche et qui se posaient des questions, et trouvé des espèces de blocs obscurantistes, et autant religieux d'ailleurs que politiques, qui me récitaient un chapelet, qui récitaient leur chapelet tous les jours, peu importe que ça soit un chapelet d'église ou un chapelet politique, et qui répondaient absolument pas à nos questions. Donc bien évidemment, à l'intérieur de tous ces mouvements, parce que même chez les trotskistes c'était la même chose, il y avait ceux qui récitaient la doctrine trotskiste, et qu'il n'était pas question de changer d'un iota. Je rappelle quand même, parce que c'est quand même, on ne le dit pas assez, mais 68 n'a pas du tout été fait par la Ligue communiste, puisque la Ligue communiste, quand ils ont vu les événements de 68, ça ne rentrait pas dans la stratégie décidée par Trotsky. C'est à la fin qu'ils s'y sont mis, parce qu'il fallait quand même, ils se sont rendus compte, par exemple la lutte ouvrière n'a pas fait partie, lutte ouvrière qui existait déjà, n'a pas du tout fait partie de mai 68. Pourquoi? Parce que c'était des connards d'étudiants. Le père Legrand dit à son petit gars, mais enfin bon sang, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire dans la rue, fiston? Je vais aller faire la révolution. Mais sapristi, bon sang, je te donne pourtant ben assez d'argent. Contre la société de consommation, je veux aller faire la révolution. Enfin, je t'ai payé l'école, c'est pourtant pas des fariboles. On nous apprend des insanités et on nous empêche de contester. Ah, si tu travailles comme ça, j'ai peur que tu passes pas dans la classe supérieure. Les différences de classe, nous les supprimerons, c'est pour ça qu'on fait la révolution. Enfin, tu vas pas sortir maintenant, regarde dehors, c'est plein d'agents. Non, pas passer des CIRS et je m'en vais leur botter les fesses. Mais voyons, fiston, ne vois-tu pas que c'est les rouges qui sont derrière tout ça? Oh papa, je t'en prie, tu déconnes, laisse la peur du rouge aux bêtes à cornes. C'est la révolution.
enfin explique-moi mon petit, qu'est-ce qu'il raconte ce Cohn-Bendit? Il m'a fait comprendre que t'étais con et moi je veux faire la révolution. C'était pas les ouvriers. Oui, tout à fait, ils ont pris le train en marche après. Ils ont même eu tout brillant, jamais. Ils ont surfé sur la vague du gauchisme, mais ils ont jamais. Alors la Ligue communiste, c'était plus fou, parce que c'était des intellectuels, parce que Krivine et compagnie, c'était Ben Saïd, c'était quand même des gens, même encore aujourd'hui, c'est quand même des gens intelligents. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient en rupture. Donc ils ont mené leur mouvement au milieu de tout ça. Puisque nous sommes toujours là dans les lendemains de mai 68, on peut parler maintenant, on en a un peu évoqué, mais tu pourrais peut-être rentrer dans les détails parce que c'est une expérience politique intéressante et complexe, et mal connue et méconnue peut-être, sur la fondation de la Nouvelle Action Française, qui par la suite sera l'ANAR. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces jeunes qui sont issus du vieux mouvement d'Action Française et qui tout d'un coup vont rentrer en rupture avec ce mouvement pour créer un nouveau mouvement? Je crois qu'au début d'ailleurs c'est des gens qui veulent rester dans une fidélité à Maurras, ou est-ce que c'est plus compliqué? C'est toujours plus compliqué. De toute façon, d'abord, c'est toujours plus compliqué, pour une raison simple, c'est qu'il y a ce que disent les journaux, la presse et les gros livres d'histoire que j'écris. C'est très difficile d'écrire un livre d'histoire, parce qu'il faut essayer de montrer toutes les complexités. Ce qui n'est pas le cas des universitaires et des choses où là on a des calques qui sont bien pratiques, qui permettent de penser ces pratiques. Non, alors c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que donc un an après que je suis entré, je veux foutre le camp. Gérard Leclerc, Yvon Aumont, Arnaud Fabre-Nègre me disent non, on va tout changer. Et puis à ce moment-là se crée autour de deux clans chez les jeunes. Il y a le clan Fédération des étudiants nationalistes, j'exagère un peu, mais pas tant que ça, puisque beaucoup vont se rallier après à la nouvelle loi. Monsieur de Plinquette, Monsieur Patrice Sicard, Monsieur de Plinquette, Monsieur Bernard Lugan, Monsieur Nicolas Potier, qui s'appelle Alain Sanders pour ceux qui connaissent. Eux vont se rapprocher des mouvements du style Ordre Nouveau. Et nous, naturellement, pas moi tout seul, on était plus nombreux qu'on ne le pense, non pas les trotskistes, mais un certain nombre de maoïstes, comme ceux qui vivent la Révolution, on était assez proches. On était assez proches. On se retrouvait sur des actions, d'abord pour taper sur les trotskistes, on se retrouvait très bien, et puis pas seulement, c'est que même intellectuellement, c'était pas des anards, c'était quand même des vrais intellectuels marxistes, ce que nous n'étions pas évidemment, mais on se retrouvait à avoir des actions, non pas communes, ça serait un peu exagéré, mais proches, disons. Donc très rapidement, les actions ont été comme ça. Donc on a été aussi formés par la société dans laquelle nous étions. Que ça soit le mouvement des femmes, que ça soit toutes ces choses-là. N'oublions pas qu'à l'époque, il y avait aussi, à l'intérieur de notre société, il y avait la rupture par rapport au catholicisme. Oui. On a l'impression comme ça, mais c'est énorme à l'époque. Mai 68 est fait par les chrétiens de gauche, beaucoup plus que par les trotskistes ou tout ce que vous voulez. On n'a pas le droit de le dire, parce que on ne doit pas dire des choses comme ça, mais si vous regardez qui lance les grèves ouvrières, etc., alors la nouvelle gauche, un peu la nouvelle gauche, et surtout les chrétiens de gauche, chez les paysans de la JOC et ces choses-là. Et si vous regardez un peu ce qui évolue entre 55 et 70, vous verrez que le monde qui évolue à ce moment-là, c'est plus tout ce monde de gauche, de chrétiens qui se disent de gauche, qui vont découvrir le tiers-mondiste, qui vont découvrir tout ça, mais même nous on découvre le tiers-mondiste. Faut pas croire qu'on est étranger au tiers-mondisme. Alors comment Sauf que nous, ce qui nous fait chier, c'est que c'est Moscou. Oui.
Et ça, on refuse Moscou. Mais justement, à la NAR, à l'origine, est-ce qu'il y a tu parlais de ces contacts que vous J'essayais aviez d'arriver au avec point les maoïstes. J'essayais de montrer simplement pourquoi il y avait eu cette rupture. Donc d'un côté, il y avait je dirais des vieux. J'exagère un peu parce qu'ils avaient 30 ans. Des plus vieux que nous en tout cas, qui avaient eu déjà des engagements. Que ce soit Bertrand Renouvin ou Gérard Leclerc, ils sont rentrés à l'Action française, en étant de famille d'Action française. Bertrand Renouvin étant le fils de Jacques Renouvin. Bertrand Renouvin est né en prison au moment de la guerre, et son père est mort à Mauthausen. Gérard Leclerc, ou Yvan Aumont. Yvan Aumont, il est rentré bien avant, parce que Yvan Aumont est rentré au moment des affaires hongroises en 54 ou 55. Et ils ont, pour la plupart, ils ont entré soit par anticommunisme au moment hongrois, soit sur l'Algérie française. Donc moi j'arrivais, je suis entré tout à fait sur d'autres options. Donc déjà là il y avait une fêlure. Eux avaient appris Maurras, moi je lisais à peine Maurras, j'en ai lu beaucoup, mais j'avais pas du tout l'adoration du maître. Eux s'étaient déjà bagarrés à l'intérieur du mouvement pour tenter de virer toute la tendance pétiniste, parce qu'il faut quand même pas oublier, je pourrais en parler si je parle des royalistes dans la résistance, mais à l'époque, l'Action française, pas à l'époque où je suis entré, moi il était déjà parti, mais il y avait quand même des gens comme Xavier Vallat, et des gens comme ça, qui étaient extraordinaires d'ailleurs. C'est une anecdote, Xavier Vallat n'a jamais fait partie de l'Action française avant-guerre. Il n'était pas royaliste avant-guerre, il était républicain. Républicain d'ordre moral. Et c'est à la sortie de la guerre qu'il a été en prison avec Maurras, je pourrais expliquer pourquoi aussi. Il s'est retrouvé en prison avec Maurras, et c'est là que finalement il est récupéré par l'Action française. C'est une totale absurdité. Voir le contexte des années 1950, voir là je pourrais en parler assez longuement des royalistes qui sont députés, qui sont avec les gaullistes, qui sont avec les démocrates chrétiens, qui vont participer au pouvoir avec De Gaulle. Plusieurs premiers ministres de De Gaulle, je le sais maintenant, je ne le savais pas à l'époque, sont quand même issus de tous ces mouvements-là, etc. C'est une totale absurdité, sauf que eux ont combattu, Yvan, Gérard Leclerc ou Renouvin ont combattu ces gens-là à l'intérieur du mouvement. Au bout de 10 ans, on en a un peu marre de combattre contre des moulins à vent. Donc ils se mettent à fonder la nouvelle Action française d'abord. Donc ils se mettent en rupture. Petit à petit, ils se mettent et on prépare ce qu'on appelle une scission. C'est-à-dire que tradition aussi, mais pas seulement une tradition gauchiste, la scission. tous les mouvements politiques. Voilà. La seule différence, c'est qu'il y a eu beaucoup de tentatives de scission à l'AF. Il n'y en a qu'une qui a réussi. Parce que 40 ans après, la NAF existe toujours. Les autres, elles n'existent plus. Alors pourquoi elle réussit? Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que d'abord qu'elle est préparée. Or, moi, je suis permanent de ce mouvement. Jeune, chevelu, avec mes colliers, mes machins, je suis permanent du mouvement royaliste d'Action française. Qui est un peu un paradoxe, quelque part. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Moi, je prends les fichiers, je prends les clés, je fais des tas de choses, quoi. On organise une scission, on prend ce dont on a besoin pour faire une scission. Ce que les autres n'ont jamais fait. Ils n'avaient pas d'espions à l'intérieur. Pas d'espions. Résistants. Quelque part. Et quand la NAF se crée, alors les péripéties de la NAF, elles sont simples à expliquer. Il y avait un journal étudiant qui n'avait pas de statut vraiment légal. On avait dans nos militants un très bon avocat, dont je tairai le nom, je ne veux pas le jeter quand même, qui a fait des statuts. On a été déposé normalement à la préfecture, qui fait qu'on est devenu propriétaire d'un certain nombre de titres et d'un certain nombre de choses qui étaient publiées à l'époque par le mouvement. Et quand on a fait des éditos qui ne plaisaient pas au mouvement, puisque évidemment le mouvement sentait bien, enfin les vieux sentaient bien qu'il y avait quelque chose qui branlait dans le manche, comme on dit, donc ils demandaient à relire les épreuves avant que ça soit publié. Et un jour, ils sont tombés sur un truc qui leur a pas fortement déplu. Entre autres, il y a eu d'abord un numéro contre la nouvelle droite, qui a été fait dans AFU du temps, l'Action française, qui a été fait par Jacques de Crémier, qui était une dénonciation de l'eugénisme de tous ces gens-là. Donc ça a assez déplu, puisque c'est une attaque directe contre
les pseudo-amis politiques de l'Action française. Hein, la droite, c'était une attaque directe contre la droite, donc un certain nombre de gens trouvaient ça déplaisant que des crypto-nazis soient dénoncés à la F, ça paraît un peu étrange, mais sauf que c'était des gens qu'ils avaient rencontrés dans l'OAS ou dans les trucs Algérie française, donc ils ne supportaient pas que leurs anciens amis soient attaqués. Un tropisme. Oui, l'extrême droite, l'aberration totale, exactement. À gauche, on aime bien dénoncer, mais à droite, on n'aime pas trop se dénoncer. Surtout que c'était des analyses un peu sérieuses. C'était pas seulement dire oh les méchants. C'était pas ça. C'était montré par une lecture assez scrupuleuse de ce qu'ils écrivaient, comme quoi ils étaient totalement nazis, eugénistes et nazis. Enfin, pas du tout la même chose quand même. Donc il y a eu ces premiers volets de bois vert avec un certain nombre de gens qui les côtoyaient et donc ils n'ont pas apprécié, donc monsieur Sicard, Plinquette, etc. Et puis après il y a eu un édito à propos du gauchisme où on n'a jamais été gauchiste pour un sou, hein, c'est pas ça du tout, c'est que on se retrouvait certaines affinités avec des révoltes de l'époque, je précise bien, hein, et en disant peu importe qu'elles soient menées par des gauchistes, ce sont des révoltes qui sont aussi à nous, entre autres sur la régionalisation, sur l'écologie, sur des tas de choses comme ça. Évidemment, ça n'a pas plu aux vieux d'abord, parce qu'ils n'aimaient pas. Enfin, la régionalisation, ils connaissaient, mais pour eux, la régionalisation, c'était les langues, il fallait apprendre la langue provençale. Ils comprenaient, le régionalisme était tombé très bas à l'époque. Un régionalisme folklorique un petit peu. Oui, c'était du folklore. Il fallait avoir les costumes et les tambours comme ça ou des choses comme ça. Oui, ça leur plaisait. Mais à partir du moment où c'était un régionalisme où les régions réclamaient du pouvoir, etc., par rapport à la République, enfin, même s'ils n'étaient pas républicains, ça les choquait. Donc, évidemment, ils ont voulu interdire le numéro du journal. Immédiatement, on leur a dit, on n'en a rien à foutre, on le publie quand même parce que c'est nous les propriétaires et pas vous. Donc évidemment, ils ont été mis à la porte. Ça, il l'avait pas vu venir ou ils s'en étaient Ah non, ça c'est pas du tout. S'ils l'avaient vu venir, ils auraient réagi. Dans ça, ils ne savaient absolument pas, donc ils ont été furieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, la scission a lieu en avril 71, hein, donc ça fait 1 an et demi que je suis à l'AF, parce que je suis entré en octobre 69. Et moi je reste permanent à l'AF, puisque je suis permanent déclaré, en CDI comme on dirait aujourd'hui. Je reste jusqu'au mois de juin à l'intérieur des locaux, donc au milieu il ne restait plus à l'époque les gens peu fréquentables, surtout qu'en plus on avait fait des bagarres contre eux, puisque eux avaient fait des bagarres avec Ordre Nouveau au Palais des Sports, et nous on était avec les Mao et les Anards, leur balancer des pavés dans la gueule. Donc vous allez voir l'ambiance dans les locaux. Quand j'arrivais le matin, c'était quand on s'est bien marré hier. Oui, oh, c'est bien marré, on va foutu plein la gueule. Bon, ils le savaient, hein, parce qu'ils le savaient, Lugan, Sicard et compagnie savaient pertinemment qu'on n'était pas de leur côté, ça ils le savaient. Pour résumer pour les auditeurs, on avait donc une période où dans les mêmes locaux se retrouvaient des gens qui avaient fait le coup de main avec d'un côté Ordre et puis d'autres avec les Anards. Oui. Ils se retrouvaient le lendemain matin pour le petit déjeuner. Oui, enfin, c'est pas exagéré quand même, hein, on prenait pas le petit déjeuner, on se croisait dans les locaux en tout cas. Ouais. Surtout que moi j'étais permanent, les autres ils venaient plus, ils étaient partis. Mais moi j'étais permanent, donc entre le mois d'avril et le mois de juin, moi j'y allais tous les jours au boulot. Et j'y allais scrupuleusement. C'était ton métier. Et j'y allais, autant avant j'y allais peu scrupuleusement, autant là j'y allais vraiment scrupuleusement pour pas leur donner cette raison-là pour me virer, qui est une raison minable. Je dirais parce que tu n'as pas payé ta cotisation. C'est idiot. Tu payes ta cotisation. Tu n'es pas viré pour ça, tu es viré. Bon, et finalement, Pierre Juel, le vieux chef, m'a fait venir dans son bureau, il m'a dit, bon, François, je sais très bien que vous êtes de l'autre côté, hein, vous ne croyez pas que ça serait mieux d'arrêter? Je lui ai dit, mais mettez-moi à la porte, moi j'ai un boulot, je fais mon boulot. On va vous mettre à la porte, ça s'est réglé comme ça, à la gentleman, très proprement. Bon, après, avant, on avait essayé plein de petites magouilles avec des copines et des machins. C'est pas la peine, disons pas de mal les uns et des autres. Voilà. Donc c'est comme ça, quand on se retrouve là, après on fait la NAF. La NAF, c'est la nouvelle action française. Moi, dès le début, je voulais pas que ça s'appelle comme ça, je voulais que ça s'appelle royaliste.
Et évidemment, la plupart des cadres de la NAF, que ça soit Gérard Leclerc, Yvon, même Bertrand Renouvelin et autres, sont des gens qui sont maurassiens. Ils sont, oui, alors ils veulent rénover le maurassisme. C'est pour ça qu'ils appellent ça la nouvelle action française. Mais je ne dis pas qu'ils ne sont pas royalistes, ils le sont profondément, d'ailleurs, les uns les autres. Mais ils sont d'abord maurassiens. Et quand on leur dit qu'on n'en a rien à foutre de Maurras, mais que ce qui nous intéresse c'est d'être royaliste, on n'est pas nombreux à ce moment-là à la NAF à dire des choses pareilles. Sauf que moi, la NAF étant permanent de l'AF, quittant l'AF, tu deviens permanent de la NAF. Et je m'occupe de l'édition. Donc les premières choses que je vais faire, c'est de publier un certain nombre de brochures ou de livres, qui ne sont pas forcément en contradiction avec ce que disent les chefs du mouvement, mais qui posent des questions. Pour un exemple simple, c'est qu'à dans l'histoire de l'action française, il y a une revue qui est mythique, qui est les Cercles Proudhon. Pourquoi elle est mythique? C'est parce qu'au début du siècle, en 1912, un type qui s'appelle Henri Lagrange, mais il n'est pas le seul, et c'est l'époque où la F est florissante, c'est-à-dire où elle est conquérante, est intelligente, se pense autant dans le mouvement littéraire, si vous regardez un peu littéraire, l'artistique, etc., où le mouvement explose. Parce que l'âge d'or du maurassisme, dont Jacques Pogam a fait tout un livre qui est merveilleux d'ailleurs, c'était vraiment une AF, et c'est cette AF-là, c'est les années 1910 jusqu'à 1914, c'est cette AF-là auquel se référaient Gérard Leclerc, Bertrand Renouvelin. Buvons un coup, buvons un deux, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France. Buvons un coup, buvons un trois, à la santé de tous nos rois, à la santé du roi de France, à la santé du roi de France. Buvons deux coups, buvons en trois, à la santé de tous nos rois, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Et avec eux, nous de l'avant, c'était les braves et les vaillants, qu'on fait la nation française, qu'on fait la nation française. Buvons trois coups, buvons en quatre, à la santé de Henri IV, celui qui était aimé des belles. On l'appelait le mer galant, tous les Français pour les enfants, car il n'eut jamais de cruel, car il n'eut jamais de cruel. Buvons cinq coups, buvons en six, à la santé du duc de Guise, qui est là pour renflouer la barque, pour qu'il en vienne et au plus tôt, pour qu'il la France est dans l'eau. Et ça peut tout faire la Jeanne d'Arc, et ça peut tout faire la Jeanne d'Arc. Et maintenant, faut s'arrêter, ça ferait du mal à notre santé. Le dernier coup viendra ensuite, quand nous aurons pris du dehors tout ça qui nous gouverne. Et tout d'abord la République, et tout d'abord la République. Le seul problème, c'est qu'ils montent en épingle pour montrer cette espèce d'alliance possible. Au sein du cercle Proudhon, entre les syndicalistes révolutionnaires, entre le syndicalisme et les royalistes, enfin les nationalistes monarchiques. L'idée qui vient de Proudhon. Voilà. Le seul problème, c'est que cette revue a comme base pas du tout ce qu'on pense. C'est la base de cette revue, c'est l'antisémitisme, qui dans les années 70 n'était pas du tout notre tasse de thé. C'est l'antisémitisme. Alors, sur l'action violente, les réflexions de Georges Le Sorel sur la violence et tout, on aurait pu se rejoindre.
hein, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était quand même un moment, pas la violence de la guerre révolutionnaire, mais enfin bon, c'était pas une société particulièrement calme, hein, on brûlait assez facilement une usine, c'était pas la question, hein, mais donc sur ce côté, mais sauf que il n'y a jamais eu d'autre alliance. D'un côté, la CGT d'Action Directe, c'est comme ça qu'elle s'appelle, hein, prônait l'action directe contre la plutocratie. La plutocratie, c'était les Rothschild. Il faut savoir que jusque dans les années 50, à gauche, les patrons, c'est les Rothschild. Dans toute une branche de la gauche, même qu'elle continue toujours, il y a toujours une branche de la gauche qui est antisémite, hein, et il y en a toujours, et donc il y avait cette alliance soi-disant possible. Regardez les cercles Proudhon. Je dis, mais oui, j'étais un des rares à avoir la collection complète, vous voyez ici, des cercles Proudhon, hein, et qui m'appelait, c'est pas ce que vous me dites, moi, les cercles Proudhon. C'est du conservatisme, traditionnalisme et de l'antisémitisme. Ouais, c'est un peu. C'est pas du tout. Alors qu'il y ait 2, 3 petits syndicaux, ça c'est sûr, hein, qui trouvaient leur manne, et que du côté des gens comme Bernanos, qui étaient quand même de profonds antisémites à l'époque et autres, on dit ça. Hein, on se voile, on se met une belle face, trouvait dans ces genres d'actions ouvrières contre le capitalisme et la société bourgeoise, à raison, une espèce de communion d'esprit. Dans l'idéologie, c'était quand même quelque chose qu'on ne pouvait pas accepter. Alors, je parle en 1970. Qu'est-ce qu'on aurait fait en 1910, 1912, je ne sais pas, je n'étais pas. Quelles auraient été mes réactions, qu'est-ce que j'en sais rien. Je me garderais bien de porter un jugement. Hein. Mais donc, une de mes premières actions, ça a été de publier ce genre de choses. Pour dire, même à nos dirigeants, d'ailleurs ils ont cessé à partir de ce moment-là, nos dirigeants étant Gérard Leclerc, Bertrand Mouvin, Yvan Aumont, Arnaud Fabre de Rieux-de-Nègre, etc., leur dire, parlez-nous d'autre chose que du cercle Proudhon, et même chez les jeunes. C'est-à-dire de republier. Le fait de republier un texte mythique, voilà, qui n'existait plus dans le commerce. Ça n'existait plus. Ça faisait 3, 4, 5 générations d'Action française où on répétait du temps des cercles Proudhon. Oui, c'était devenu presque une sorte de mythe en quelque sorte. Totalement. Un mythe pour essayer de un petit peu idéaliser de la possibilité d'une alliance entre moralisme, nationalisme. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pas publié seulement cette réédition, je l'ai fait préfacer par quelqu'un que plus personne ne connaît aujourd'hui, qui s'appelle Pierre Andreu. Oui, qui a écrit d'ailleurs. Qui a écrit sur Sorel, je crois. Sorel, oui, voilà. Il connaissait très bien. Il a fait partie. Notre maître Sorel. Il a fait partie, puis pas seulement. Il a fait partie des gens qui étaient des non-conformistes des années 30. Et je me souviens très bien, il habitait à Louboutin. J'allais le voir tous les 2-3 jours. On discutait pas mal. Et on discutait pour essayer, il me dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire? C'est une préface un peu pour présenter tout ça. Et moi, je me souviens très bien, il me dit, oui, mais bon, il y a bien une ligne de conduite. Écoutez, ligne de conduite, moi, ce qui m'apparaît à cette lecture des cercles Proudhon, j'étais un des rares à les avoir lus, je les avais lus aussi, hein, évidemment, mais les autres gens ne les avaient pas lus, la lecture de ces textes, pour moi, c'est une espèce, c'est pas au sens où l'a dit Sternel, mais c'est à cause de cette édition-là que Sternel le dit, pour voir jusqu'où vont les choses, hein, et même des idées qui se fait d'un certain nombre de choses aujourd'hui. Il y a une espèce de pré-fascisme, c'est pas du fascisme, quoique. C'est la fameuse thèse du fascisme à la française. Sauf que, alors elle vient d'où? Elle vient de la préface de Pierre Andreu, parce qu'avec Pierre Andreu on en discute, et je dis, pour moi, il faut dénoncer cette espèce de pré-fascisme. J'utilisais les mots de mon époque. Lui, il utilisait dans sa préface les mots qu'il avait envie. Hein, mais il disait qu'effectivement, il y avait une espèce de tentative de théoriser,
un fascisme. Pas de théoriser, parce que non, mais il y avait une espèce de tentative d'alliance de la gauche et une espèce de nationalisme. N'oubliez jamais, il ne faut jamais oublier, toujours le répéter et sans arrêt le répéter, le fascisme mussolinien vient du Parti socialiste, le nazisme vient du Parti socialiste, vient du socialisme. Il ne vient pas de l'extrême droite. Et d'ailleurs, Sorel lui-même avait dû se défendre à une époque du fait qu'on lui a reproché d'être un maître à penser pour Mussolini. Qu'est-ce qui a donné en plus grain à moudre à cette théorie? C'est que un des personnages importants des cercles Proudhon, c'était Georges Valois, qui effectivement, au moment de la tentative de Mussolini, crée les faisceaux. Alors, il faut quand même noter, François Marin, que Georges Valois a en effet été un des fondateurs d'un des premiers partis franquistes français, mais toute sa carrière politique, en fait, il s'est très vite libéré de sa fascination pour le fascisme. Non, ça c'est tout à fait autre chose. Non, mais c'était juste pour signaler quand même... Je répondrai même, je vais même beaucoup plus loin que toi, puisqu'un grand nombre de gens de la résistance viennent des faisceaux de Georges Valois, des anciens des faisceaux. Donc, j'ai pas dit tout ça. Bien sûr. Donc, c'est pas cette question-là. La question, c'est qu'est-ce qui vient confirmer quelque part ce que je fais mettre, enfin ce que Pierre Andreu écrit, ce que Pierre Andreu écrit dans la préface d'une réédition d'un bouquin qui n'existe plus, mais dont tout le monde à droite se passionne en disant c'est ça, c'est génial, c'est ça qui... Et j'ai dit, il y a du préfascisme. En plus, le mec qui travaille au cercle Proudhon avec Lagrange, et qui est à Fayenne, c'est Georges Valois. Donc Sternel prend ça et dit, c'est en France qu'a été créé le fascisme. Et il s'est appuyé, Sternel, parce que... Sur moi. Pas sur moi. Sur la réédition des cercles Proudhon. Que j'avais fait à la marche. Et une question que je voulais poser... C'est génial, quelque part. Mais en même temps, c'est catastrophique, puisque... c'est génial de dire quel impact on a eu. Merveilleux. Et en même temps, quelle catastrophe, puisque c'est une incompréhension totale, et depuis Sternel, on ne peut plus expliquer ce problème des cercles Proudhon à cause de ça. Parce que c'est forcément du Or, ça n'a rien à voir avec le fascisme. Il n'y a pas de théorisation du fascisme, comme on peut trouver dans certains textes de Mussolini ou autres, du tout. C'est une espèce d'ambiance. C'est vrai que si on regarde, et si on est un peu scrupuleux, un peu plus que Sternel l'a été, si on regarde, on va trouver chez les socialistes italiens du 19e siècle de l'antisémitisme, etc., etc. Alors que d'ailleurs le fascisme, soyons bien précis justement, c'est une des erreurs à mon avis de Sternel, c'est que le fascisme, sa base de doctrine n'est pas l'antisémitisme. Non, absolument, oui. Elle va plutôt chercher du côté de Benedetto. Oui. Mais on peut trouver dans ce qui va former Mussolini et qui va le conduire à agir comme il a agi, c'est pas les cercles Proudhon. Soyons clairs, il n'en a jamais entendu parler, plus personne n'en parle, personne, à part dans quelques groupuscules d'Action française, et encore à l'Action française on n'en parle pas puisque ils ont été quand même virés par Maurras avant-guerre, donc on n'en parle pas. On ignore les cercles Proudhon. C'est quelque chose vu de l'époque comme moi, à l'époque, oui, qui ressortent ça en disant regardez, il y avait quand même avant-guerre des gens plus intéressants qu'on en a aujourd'hui. On n'avait pas du Firmin Macani. Et Sternel, je me posais cette question, il s'est aussi appuyé, il a pointé du doigt les cercles Proudhon, et il s'est aussi appuyé sur les non-conformistes des années 30 pour dire voilà, ça a été aussi l'antichambre du fascisme à la française. Alors le problème des non-conformistes, le problème des non-conformistes, c'est très différent. C'est qu'il y a une montée du fascisme. Il y a une montée du après la guerre 14-18, il y a une montée du totalitarisme à travers toute l'Europe. Il faut savoir que le suicide de la guerre 14, c'est un suicide. L'Europe se suicide. On a beau rêver encore un siècle après, mais l'Europe se suicide en 14. Elle se suicide. C'est ce que dit Monterland, d'ailleurs, je sais pas. Ah ben oui, non, c'est un vrai suicide. La France de 1940, de 1919 était grosse de celle de 1940, ce qui est valable pour toute l'Europe. Non, mais toute l'Europe. Pour que puisse monter, même en Russie, pour que le communisme puisse s'installer, pour que le totalitarisme puisse s'installer, il ne faut quand même pas oublier qu'en l'espace de 10 ans, à partir de 1930, enfin 24, 26 avec Mussolini, mais passons sur Mussolini qui est quand même quasiment de l'opéra, c'est de l'opérette quelque part.
Enfin, je ne veux pas être méchant pour les Italiens, que j'adore, qui est un peuple extraordinaire, mais même là-dedans, ils font dans l'opérette. À part, bon, ils ont des écrivains, ils ont de la culture, ils sont absolument extraordinaires, mais c'est de l'opérette quand même, Mussolini. Par contre, quand monte Hitler, quand monte de l'autre côté Franco, alors Franco c'est un peu différent, c'est pas pareil, Franco. Salazar c'est encore autre chose. Quand monte ce monde dictatorial, autoritaire, il n'y en a qu'un qui est totalitaire dans toute cette histoire, c'est Hitler. C'est ça la grande différence. C'est le Staline. Non, ce que je veux dire, c'est dans le monde européen. Oui. Hein, les autres ne sont pas totalitaires, c'est des mouvements autoritaires, dictatoriaux, détestables, ça, je ne les défendrai pas, mais ce n'est pas un mouvement totalitaire. Absolument. Alors qu'il y en a un qui est un mouvement totalitaire, avec une idéologie totalitaire qui s'appuie sur des idéologies raciales et totalitaires, ce qui n'est pas le cas ni de l'Espagne, ni de Mussolini, ni de Salazar, qui sont globalement des espèces de conservateurs totalement absurdes et idiots, certes, autoritaires, certes, anticommunistes, certainement, ils l'étaient tous, mais pas plus. Cela dit, je séparerais un peu Salazar et Franco qui sont des dictateurs autoritaires avec des racines idéologiques qui vont chercher le côté du conservatisme, du traditionnalisme, et je les séparerais de Mussolini qui théorise quand même, même si c'est un peu Mussolini, oui, non, mais je suis tout à fait d'accord, je les opposais par rapport au nazisme. Oui, je les oppose. Là, on peut faire une grande différence entre Mussolini et Franco, et entre Franco et Salazar. Il y en a encore une, il y a carrément un fossé. Mais ça n'empêche que c'est ce qu'on peut dire être des mouvements qui, dans les années 30-40, vont être des mouvements autoritaires. Et dictatoriaux. Il faut d'ailleurs noter, puisque nous parlons de cette question nous parlons de cette question du totalitarisme, parce que ce n'est pas sans lien d'ailleurs avec ce que le travail intellectuel qu'a fait la NAF, puisque la NAF, plutôt. Alors, revenons à la NAF, voilà. Parce que c'est intéressant comment elle va évoluer. Elle donc elle se réclame de l'action française, de Maurras et autres. On écrit, plusieurs personnes écrivent, entre autres Gérard Leclerc écrit un autre Maurras pour essayer de montrer que Maurras n'était pas si obscur ou conservateur que le prétendent la vieille maison, comme on pouvait dire. Et moi, pendant ce temps-là, je publie un autre bouquin, qui est une réédition d'un livre d'un personnage que, à mon avis, à part quelques royalistes, plus personne ne connaît, qui s'appelle Pierre Longonne, qui s'appelle Raison gardée. Et dans ce livre, Pierre Longonne était le directeur du bureau du comte de Paris, dans les années 50. Et il écrit donc ce livre Raison gardée, où à l'intérieur, vous avez la dénonciation, il s'appuie en fait pour écrire ce livre, sur toute la sociologie moderne. Il vous explique entre autres Philippe Ariès et des gens comme ça après. Et oui, et ce livre est exceptionnel parce qu'il y a toute une dénonciation, par exemple, de l'urbanisme sauvage, et de l'urbanisme moderne. Et il y a toute une dénonciation de la société que les sociologues vont dénoncer, Lefebvre et compagnie, du mal-être dans la société moderne. Il s'appuie entre autres sur arguments, sur toutes ces choses-là. Et il écrit il écrit une constitution royale et démocratique. Donc, voilà. Donc je republie ça. Donc, c'est-à-dire, à l'intérieur de ce mouvement, je fais une autre évolution, après avoir cassé l'image du maurassisme ou du cercle Proudhon et de l'action française, je casse un autre truc qui est, il n'y a pas de royalisme sans roi. Et je leur dis, à l'époque, le comte de Paris ou des choses comme ça, sont des gens qui sont pas d'extrême droite. Et la meilleure preuve, c'est je fournis des textes. Et là, on revient à des bases théoriques du royalisme, qui sont le localisme, l'opposition au délire moderne, l'opposition à l'autoritarisme. Non, c'est pas ça, parce que, par exemple, Longonne
Mongon travaille à l'époque, il travaille à l'époque avec Michel Debray à un truc qui s'appelle Truc et Société, c'est un organisme officiel, et il publie des analyses sur la démographie, et il fait des analyses pour montrer l'évolution de la société. Et autres, non, c'est pas du tout l'archaïque, c'est pas du tout on revient à la terre, hein. C'est pas ça. Non, mais il y a un rapport critique aussi aux évolutions de la société moderne. C'est une dénonciation de la société moderne qui habituellement avait été faite dans les années 50 par principalement le courant, je dirais, communisme hétérodoxe, ou en tout cas en rupture de parti, hein, qui sont barbarie et socialisme. Socialisme ou barbarie, socialisme et barbarie, la revue Argument, ou la revue dans les années 70, Nomade, ou bon, c'est des revues, peu importe, on doit en avoir ici encore. C'est une critique marxiste de la société industrielle capitaliste, hein, qui conduit à une nouvelle aliénation par la consommation, et dans Raison Gardée, on a cette dénonciation avec ce mal-être. On dit on est mal dans cette société, on ne peut être que mal dans cette société, parce que même la maison qu'on habite est construite sur ce principe. C'est la même que celle du voisin, et que celle du voisin, et que celle du voisin. Et c'est pas du tout pour dire on revient à la charrue et derrière son cheval on est mieux avec sa charrue, c'est pas ça du tout. Hein. C'est pas contre la modernité, pas contre la modernité. Toujours difficile d'utiliser des mots. Surtout celui de modernité, c'est très difficile à définir. C'est difficile. Disons que c'est pas contre les techniques modernes. C'est pas un refus de la technicité moderne, c'est un refus de ce que ça entraîne. Et de l'idéologie surtout, technicienne. Et de l'idéologie, et évidemment, quelque part, de ce qui va venir après. Alors nous, on va avoir beaucoup repris de ça, à la NAF, on l'a beaucoup repris par rapport à l'analyse que font, même si c'est totalement factice. C'est l'image qu'on en a, en tout cas sur les situationnistes. Hein, avec une dénonciation de la publicité et des choses comme ça. Alors, et ça, on avait ça dans les nous dans Est-ce que vous étiez un peu proche des situationnismes, de gens comme on en a eu. Il y en a eu. Par exemple, il y a eu toute une section de. Il y en a eu deux. En fait, il y en a une, c'est la section de Nice, royaliste de Nice, de la Mare, était situationniste, ce sont des types assez extraordinaires d'ailleurs, qui avaient recréé, face à Jacques Médecin, qui avait recréé fictivement son carnaval, hein, le carnaval qu'on voit toujours aujourd'hui, ils avaient recréé un carnaval populaire dans les pas les banlieues d'ailleurs, dans les quartiers populaires de Nice, qui a duré plusieurs années de suite, qui a été condamné et matraqué par la police d'ailleurs, où c'était les gens du village qui refaisaient le carnaval. Mais par rapport à l'officiel avec les pouponnettes sur la promenade des Anglais et en faisant payer les places, c'est sûr que ça la foutait mal. Quand il y avait des gens qui rigolaient, qui se foutaient à poil en agitant des grelots, c'est sûr que c'était pas ce qu'il fallait donner du Nice. Hein. Donc ça, il y avait un truc, puis il y en avait une autre petite, il y avait un autre petit groupe à Vichy. Ah. Groupe de situationnistes. C'est situationniste vichysois. Oui, pas vichiste. Mais pour revenir justement à la NAF, moi je trouve que. Qui était proche avec qui était même à la NAF. Hein, Mais ce qui est intéressant, moi je sais que j'avais consulté la revue, comment s'appelait votre revue, l'Arsenal, hein, qui est il y a eu combien de numéros 73. À partir de 73, et c'est étonnant de voir à l'époque une revue, enfin c'est pas si étonnant, puisque tu as montré que la NAF avait déjà aussi évolué, pris ses distances. Ah oui, il y a une évolution qui se fait très vite. Hein. Oui, mais en 73, dans le Arsenal, on voit dans un contexte royaliste des noms de Jacques Ellul, d'Ivan Illich, un intérêt aussi pour les travaux. Reconnaissons qu'il n'y avait pas que. Dans les agitateurs, même à Gérard Leclerc ou des gens comme ça, qui étaient des grands lecteurs et qui étaient des gens intelligents, qui le sont toujours,
il est évident qu'il y avait une ouverture d'esprit, essayer de comprendre la société dans laquelle nous étions, qui avait quand même toute une tradition quand même de contestation, que ça soit avec les non-conformistes, comme vous disiez, mais pas seulement, même avec la partie des gens, des démocrates chrétiens, etc., avec la revue Esprit. Très rapidement, on a eu des contacts, ce serait beaucoup dire, mais enfin de l'amitié avec un certain nombre de revues et de choses comme ça. Non, on est très vite sorti du moule Action française. Oui, mais c'est important. Et en l'espace de 4-5 ans, on a toutes les vieux strates d'extrême droite qui traînaient dans ces milieux ont été petit à petit abandonnés. Même s'il y a eu des tentatives de retour, et on a quand même gardé nos traditions. Par exemple, je me souviens très bien, l'ANA a été le seul mouvement qui a fait campagne pour les harkis. Parce qu'il y avait un vrai mensonge républicain. D'un côté, on demande à des gens de défendre la France, la République, on perd, et là on les largue. On en fait massacrer 200 000 par les Arabes, par les Algériens, et puis de l'autre côté, nous les nôtres, on les garde dans des camps. Parce que c'était ça à l'époque. Donc il y avait un côté aussi, acceptons ce que nous sommes, acceptons l'histoire telle qu'elle est, non pas telle qu'on a envie de l'écrire. Moi, je n'ai jamais été pour la colonisation. Je trouve toutes ces guerres absurdes et je ne comprends vraiment pas ce qu'on a été foutu là-dedans. En tant que Français, en tant que royaliste français, je ne comprends pas. Mais on l'a fait, je l'assume tel quel. Et je ne vois pas pourquoi des gens à qui on a fait croire que c'était la France qui se battait, et se sont battus pour la France. Le pays se sépare, à raison d'ailleurs. Moi, je pense que l'Algérie a eu raison de se séparer. Parce que c'était pas la France, parce que c'était, on aurait agi intelligemment comme les rois de France, on n'aurait jamais eu tous ces problèmes, on en aurait peut-être dû, je n'ai pas dit qu'on n'en aurait pas eu, sûrement pas de cette façon-là, on n'aurait pas fait croire aux gens que c'était la France. On a fait une guerre civile en France, dans cet appendice algérien, qui est une guerre absurde, on n'avait aucune raison, ni aucun droit de propriété, d'ailleurs les Algériens non plus. L'Algérie a été construite par la France, avant il n'y avait pas d'Algérie. Mais partons, c'est comme ça. L'entraînement démographique. Et qu'est-ce qu'on découvre dans les années 70 On découvre que les fils de harkis, là c'est pas, aujourd'hui c'est les petits-fils et les arrière-petits-fils, qui se plaignent toujours. Mais on découvre que les fils de harkis sont toujours dans des camps. Et ça qu'il faut bien savoir. Ces gens qui avaient choisi la France, qui ne pouvaient pas retourner en Algérie, parce que alors oui, ils ne peuvent pas retourner en Algérie, c'était le sourire kabyle, là, dans ces cas-là. Et la France les gardait comme esclaves, comme des esclaves. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, effectivement, l'ANA est un des premiers mouvements politiques à avoir fait campagne pour la défense des harkis. Certains en souvenir de l'Algérie, d'autres, comme moi, par exemple, on dit c'est inadmissible qu'il y ait en France des gens qui soient maintenus dans des camps. Pour dénoncer la façon dont la République... Et c'est parce que c'est une attitude totalement républicaine. Je pourrais l'expliquer si vous voulez. Il est un peu long, mais on peut l'expliquer. Mais c'est logique de la part de la République, c'est pas logique de la part de la France. Donc ça, oui, tu fais souvent la différence, tu distingues bien entre la République et la France. Mais oui, parce que, alors, il faut bien comprendre, dans notre société, moi depuis que je suis né, c'est comme ça, chaque fois que quelque chose ne va pas, c'est la France. Ça va. Les grèves ouvrières, c'est la France. Aujourd'hui, c'est la France qui va mal. Personne ne vous dit que c'est la République qui va mal, parce qu'elle n'a pas été capable de gérer le pognon, etc., etc. On vous dit c'est la France. Non, c'est pas la France. C'est un cliché journalistique. C'est toujours la France qui est en retard de quelque chose, d'après les dernières statistiques. Alors, non, mais déjà, quand j'avais 20 ans, c'était la même chose. Quand quelque chose n'allait pas, c'était la France. Quand quelque chose a été fait de dégueulasse, c'est la France. Moi, la colonisation, c'est la République. Je suis désolé, mais... C'est une série. Entre autres, mais pas seulement, non. Et même avec d'ailleurs d'héroïques royalistes qui sont battus. Mais moi, là-dessus,
ce sont des Français qui ont fait ce qu'on leur a dit de faire au moment où on leur a dit de faire. Il ne s'agit pas de leur jeter la pierre et de dire que c'était des ordures. Non, ils ont fait en plus comme ils pensaient à l'époque bien faire. Il y avait des massacres, des machins et tout, mais comme de l'autre côté ça massacre aussi. Bien gentil, hein, mais moi je ne suis pas un enfant de cœur. Hein. La guerre d'Algérie, il y a eu des massacres de tous les côtés. Je me souviens d'une réunion à Strasbourg, c'était très amusant. Il y avait cet écrivain qui avait pris fait cause pour l'Algérie algérienne, et dans la salle il y avait une Algérienne qui à un moment donné, comme on l'entend maintenant quotidiennement, commence à insulter ouais, les Français ont massacré les Algériens. C'était pas Gilles Perrault. Enfin, que je vais, c'est peut-être faux ce que je vais dire. Enfin, l'histoire est vraie, mais je crois que c'était Gilles Perrault. Qui à un moment donné en a marre d'entendre ça, alors qu'il s'est battu, il était porteur de valises, on ne peut pas dire vraiment, alors lui, hein, il était du côté algérien à 100%. Donc il dit, écoutez, madame, ça suffit. Les plus grands massacres qu'il y a eu en Algérie, ça a été fait par le FLN contre la LN. Et il commence à en citer un grand nombre. Alors que les Français ne se soient pas conduits merveilleusement, certes, mais les accuser de tous les massacres. Non. Alors, il faut accepter ces choses-là. Il faut accepter, bon, on a fait les Français, et là je dis bien les Français, sous l'ordre de la République, et même sous l'ordre de la monarchie aussi. Bon, là-dessus, il n'y a pas de moment merveilleux et pas merveilleux. Hein. On a fait des saloperies. Qu'on les reconnaisse. Bon, de toute façon, je ne vois pas l'intérêt de tout reconnaître, parce que sinon, depuis l'aube de l'humanité, on a tous massacré le voisin. Ça, on va revenir au problème de la loi Taubira, mais ça sera un autre débat. Oui, non, c'est un autre débat. Non, on a tous massacré partout. Tous les peuples. Il n'y en a pas un qui n'a pas massacré le voisin, qui n'a pas été piqué la bonne femme, qui n'a pas piqué le pognon, et qui n'a pas... depuis l'aube de l'humanité. Alors là, et comme on vient tous de l'aube de l'humanité, il faut voir ce qu'on porte sur le dos. Hein. On se demande comment on arrive encore à se lever le matin. C'est bien que tu être roi dans Kipling. Pourquoi est-ce que vous massacrez l'équipe d'en face? Parce qu'ils vont pisser en amont dans la rivière. Ben voilà, et quelqu'un d'autre prend l'eau. Voilà, c'est pour ça qu'il faut se méfier de ces mois de repentance, tout ça. Je trouve ça assez détestable. Ce qui ne veut pas dire que je dois dire que tous les tortionnaires sont merveilleux. C'est pas du tout mon propos. Hein. Bien sûr. Oui, tu contre l'idéologie de la repentance. C'est-à-dire cette idée que de toute façon de noircir, mais reparler en début d'émission, de noircir le passé, et il y a de bonnes raisons aussi de le faire, c'est-à-dire pour... on reparlera de cette idéologie de la repentance peut-être quand on évoquera ton livre sur les royalistes dans la résistance, car on a l'impression aujourd'hui que tout notre passé est forcément fait de fureur, d'horreur, de sang, etc. Il y a évidemment du sang. Mais la repentance, c'est une lecture du passé qui correspond à une idéologie en place aussi. Voilà. On peut prendre des exemples. Il y en a plein, il y en a des milliers. Même dans l'histoire de France, je ne parle pas de peuple maghrébin ou africain, mais même dans l'histoire de France, il y a eu, et les rois de France ont fait des massacres. Et des peuples ont quand même aussi massacré d'autres voisins. C'est l'histoire. C'est l'histoire. Elle est complexe, qu'on essaye de la comprendre, qu'on essaye de l'analyser, je le conçois, qu'on se flagelle continuellement avec cette histoire, je dis non. Mais par contre, on ne l'ignore pas. La provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, d'où nous sommes mis à crier. Abat l'État policier, abat l'État policier, abat l'État policier. Parce que vous avez posté dans les cafés, dans les gares, des hommes aux allures bizarres pour ficher, pour arrêter les crivines, les Joshua, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort. Abat l'État policier, abat l'État policier, abat l'État
ce n'était pas assez pour venir à bout de nous. Dans les facs, à la rentrée, vous frappez un nouveau coup. Face aux barbous, aux sportifs, face à ce dispositif, nous crions assis par terre des beaux-arts jusqu'à Nanterre. Ah bas l'État policier, ah bas l'État policier, ah bas l'État policier. Vous êtes reconnaissables, vous les flics du monde entier, les mêmes imperméables, la même mentalité. Mais nous sommes de Paris, de Prague, de Mexico et de Berlin à Tokyo, des millions à vous crier.